point obligataire. Bon. Il y a un quatrième point dont on ne parle pas beaucoup, mais que je vais essayer d'aborder ici. C'est le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Il est important qu'on en parle. Depuis 2016, Cotonou est marqué à l'international comme un point de transit majeur pour les drogues provenant d'Amérique du Sud, avec des saisies records de cocaïne. Et on sait que des hauts fonctionnaires ont été impliqués dans la facilitation du trafic de drogue, exacerbant ainsi le problème de corruption à des niveaux élevés. Selon un rapport du New York Center for Foreign Policy Affairs, mentionné dans le cadre de l'acte Global Magnitsky, le président Patrice Talon est accusé, et je répète, accusé de diriger le gouvernement du Bénin comme une organisation criminelle. Les accusations portent sur des activités telles que des tentatives de meurtre, le blanchiment d'argent, les assassinats politiques, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et d'autres activités illicites. Ces accusations peuvent avoir l'air d'être des affabulations ou bien même donner le haut du cœur à certaines personnes et à tout. Est-ce que vous êtes sûr vraiment que les gens vont rester tranquilles jusqu'en 2026 là et obéir parfaitement à Talon? Mais tous ceux qui vont tenter, il va les nettoyer des listes. Vous allez me dire, oui, bon, il peut le faire pour les gens de l'UPBM, mais que pour les gens de l'opposition, il ne peut pas le faire. Pour les gens de l'opposition, il y a toujours les questions, les blocages administratifs et fiscaux. Je vais évoquer quelques-uns seulement. Je prends le quitus fiscal. Oui, j'entends des choses, ça m'énerve et vous ne pouvez pas comprendre. Quand on pose la question de quitus, j'ai entendu j'ai entendu plein de gens qui disent oui, c'est parce que les gens de l'opposition ne veulent pas être exemplaires, ils ne veulent pas payer leurs impôts. On a déjà vécu ça plusieurs fois. Moi qui vous parle là, en 2019, il y avait moi, il y avait Bako, il y avait Komi, nous étions un certain nombre. Nous avions, moi je n'ai jamais, contrairement à ce que les gens font au Bénin, quand on est à des postes de responsabilité, on ne paye pas, moi j'ai toujours payé mes impôts. J'ai eu mes quitus. D'abord, quand j'ai demandé même, ils sont allés même me faire des résidus de paiement sur près de 15 ans. Ils ont trouvé des petits trucs de nombre de milliers de ci, par-ci, par-là, 15 ans, mais 20 ans même derrière. Malgré ça, j'ai tout payé. J'ai eu les quitus au niveau des inspections départementales. J'envoie, parce qu'on dit que c'est le directeur général qui doit signer. J'ai envoyé, ils n'ont pas fait. En son temps, il y avait FONAC. Nous avions qui a dit non, mais vous criez, mais on n'a pas les preuves. J'ai envoyé, Komi a envoyé, Bako a envoyé. On a appelé le DG qui est là, qui est toujours là. Il a mis son nom, prénom, on lui pose des questions. Il est parti. Depuis quoi? Depuis 2019, on est en 2024. Hein. Jusqu'à ce jour, la fiche là n'est pas encore remplie. En 2023, les dernières élections législatives, là, les gens ont dormi aux impôts. Ils n'ont pas eu leur quitus. Mais dans le même temps, moi, je connais des gens qui doivent des millions, pour ne pas dire des milliards d'impôts au Bénin qui n'ont pas payé. Et ceux-là, ils ont toujours eu leur quitus. Ceux qui vont me dire, oui, Génotin, oui, là, il est toujours dans des intoxications, là. Je demande que l'on... Une seule circonscription électorale, vous n'avez pas 20%, il va se poser un autre problème que la loi essaie encore de régler. Mais d'abord, la loi va dire tout simplement que dès lors que vous voulez lever les sièges, d'abord, il y a les critères de représentativité. Donc, dès lors que vous avez 20% dans toutes les circonscriptions électorales, il n'y a pas de souci. Mais la loi va dire que dès lors que vous n'avez pas ces 20% dans toutes les circonscriptions, si c'est dans 2, 3, 4, 5 ou 10 que vous n'en avez pas, on va parler de cette fois-ci de ce que le législateur lui-même a appelé d'accord parlementaire. Donc, il y aura un accord de gouvernance parlementaire donc, qui va permettre cette fois-ci aux partis qui est ou qui sont dans le besoin de pouvoir recourir, je dirais, à la force ou au pouvoir d'un autre parti politique qui, lui aussi, cette fois-ci, doit pouvoir recueillir au moins 10% sur la scène nationale. Et donc, avant que l'on ne puisse signer au niveau des circonscriptions électorales, donc, et pouvoir lever les sièges, il faudrait d'abord qu'au niveau national, ce parti-là qui vient s'associer à un autre parti pour faire ce que l'on a appelé, je pense bien, ils ont parlé de la coalition parlementaire, donc de l'accord de gouvernance parlementaire, il faudrait qu'à ce niveau-là, l'on puisse dire que le parti également a 10%. Donc, voilà également d'où filtre qu'on met à ce niveau de filtre. Un premier filtre, 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Et après, on dit que dès lors que cela n'est pas rempli,
On peut bien sûr aller à un accord de gouvernance parlementaire, à une coalition. Et donc, il faudra alors que le parti aussi qui vient donc, puisse avoir 10%. Donc, tous les partis doivent pouvoir avoir 10% sur la scène nationale avant de pouvoir se mettre ensemble. Et la remarque que nous allons faire à ce niveau... Messieurs, bienvenue à ce forum citoyen. Le 11 février 2006, à l'église Saint-Michel de Cotonou, à la veille de la présidentielle de cette année-là, le cardinal Gantin a prononcé une homélie célèbre dont j'en tire cette phrase. Avec la paix, tout est possible. Avec la guerre, tout est perdu. Tout est perdu avec la guerre, sinon pour toujours, du moins pour longtemps. Fin de citation. En ces temps cruciaux pour notre société, il est important de se rappeler qu'il existe des instants dans l'histoire des nations où le silence peut être perçu comme une faute, la neutralité comme une trahison, l'indifférence comme une forme de complicité. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour briser ce silence, remettre en question cette neutralité et combattre cette indifférence. Ensemble, explorons comment nous, en tant que communauté engagée, pouvons influencer positivement le cours de notre histoire, l'histoire de notre pays, le Bénin. C'est du rêve américain, un rêve pas si agréable que Mesdames ça. et messieurs, pour Joel Embiid. Mesdames et messieurs, la perspective de revivre les cauchemars politiques de 2019, 2020 et 2021 avec des affrontements entre les populations civiles et les forces de l'ordre interpelle bien de Béninois. Ces actes de violence qui ont eu leur source dans les contestations des élections pourraient se reproduire si rien n'est fait dans l'urgence pour rapprocher les points de vue de l'opposition, de la mouvance présidentielle, de la société civile, des religieux et tous les autres corps de notre société. Les inquiétudes nées autour du nouveau code électoral en République du Bénin ont conduit d'ailleurs le clergé béninois à initier un colloque sur ce code électoral. Les Béninois de l'extérieur, tout aussi préoccupés par les risques autour des élections non consensuelles, ont pris l'initiative de cette journée inclusive de réflexion. Je voudrais remercier avant toute chose les membres du comité d'organisation. Je remercie également les conférenciers qui ont accepté planter le décor pour ce forum et enfin tous nos compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur qui ont spontanément adhéré à cette initiative. À toutes les personnalités qui ont accepté de partager ce moment d'échange avec nous, je voudrais leur adresser les chaleureuses reconnaissances du comité d'organisation. À nos compatriotes qui nous suivent en direct aux 4 coins du monde, je leur demande de partager largement ce direct pour atteindre une plus large audience. Ce forum citoyen sur le code électoral est organisé en 2 grandes parties. La première partie que nous avons appelée la conférence inaugurale connaîtra 3 interventions, celle de l'ambassadeur Omar Harouna, ensuite l'intervention du juriste Landry Adelakun et enfin du ministre Valentin Dielotin Agosso qui nous précisera les points d'inquiétude contenus dans ce code électoral. Après cette conférence inaugurale, nous allons ouvrir le débat général, un débat que nous souhaitons dans le respect et la courtoisie mutuelle. Avant de laisser la parole à l'ambassadeur Omar Harouna pour nous présenter un bref aperçu de la situation politique actuelle au Bénin et ouvrir par la même occasion ce forum, je voudrais humblement demander à tous les panélistes, comme je l'ai dit déjà en off, de fermer leur micro quand ils n'ont pas la parole. Ambassadeur Omar Harouna, vous avez la parole maintenant. Merci beaucoup, M. Diossou, et à tous les panélistes aussi, à tous les participants qui nous écoutent.
Merci de pouvoir créer ce moment, je crois, de discussion. Et je suis heureux de me prêter à cet exercice. Je crois que ce que vous m'avez demandé de faire, c'est de donner un aperçu rapide de la situation politique de notre pays. Mais avant d'y arriver, et pour être honnête avec tout le monde, moi, je pourrais dire déjà que je trouve que l'agitation autour du code électoral, pour moi, est un exercice futile. Et ce, pour une raison très simple. Et je le dis depuis des années, le code électoral n'est que la partie visible de l'iceberg de nos problèmes. Notre problème fondamental, ou plutôt notre malheur, est que notre pays a été pris en otage par un homme qui est dépourvu de boussole morale, un homme qui est sans éthique et prêt à tout pour accaparer les ressources de notre pays. Dans ce contexte, il ne faut pas rêver d'élections transparentes, libres et équitables. D'où mon fait que quand je pense que le débat autour du code électoral doit aller beaucoup plus loin que ça, parce qu'on a en face de nous un système, quelqu'un qui ne croit en rien du tout, et le reste de la population essaie de jouer un jeu transparent. Donc, en parlant d'élection, nous ne faisons que légitimer la supercherie. Je tenais vraiment à le dire, mais malgré cela, on est obligé d'analyser le contenu de ce code électoral, ce que je crois le ministre Gianotin pourra faire très bien. Voilà moi ce que je pense personnellement. Même les événements de ces derniers jours, de mon point de vue, me donnent raison. Cela dit, je vais essayer de faire une synthèse de la situation du Bénin et mettre en lumière nos défis politiques, économiques et sociaux. Ces défis auxquels nous sommes confrontés en ce moment. Déjà, pour parler de la situation du Bénin, moi, je crois qu'on peut la résumer en 5 grands éléments. Le recul de la démocratie, la suppression des libertés, les manipulations économiques et la corruption. Et aussi, on parlera du trafic de drogue et de blanchiment d'argent parce que c'est important, tout cela est impliqué. Et finalement, on parlera de relations internationales, de la position diplomatique du Bénin dans le monde et la perception du reste du monde vis-à-vis du Bénin. En plus de cela, évidemment, on parlera de cette nouvelle loi électorale qui est contestée. Donc, pour commencer par le recul démocratique, depuis 2016, et on le sait, on n'a pas besoin de le répéter, il y a eu une érosion significative des fondements démocratiques du pays. Le pouvoir de Patrice Talon a systématiquement marginalisé l'opposition. La modification des lois électorales ont rendu beaucoup plus difficile la suivi même des partis et leur existence, si je dois le dire. Par exemple, on a parlé de la modification des lois électorales depuis l'arrivée de Patrice Talon. Mais il y a aussi la restriction des médias et répression des voix dissidentes. Le gouvernement de Talon a également imposé des lois médiatiques très strictes, criminalisant les critiques vis-à-vis de tous ceux qui ont, comment dirais-je, le courage de critiquer le gouvernement. On a utilisé la force contre les opposants politiques. Mais ce qui est dommage dans ce processus, c'est que ceux qui ont été instrumentalisés, je veux parler des forces de sécurité béninoises, aucun d'entre eux n'a été vraiment réprimé. Et je parle de ceux qui ont tiré dans la foule pendant les élections dernières et les élections d'avant. Donc, cet état de choses crée une certaine peur. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas, que ces gens ne seraient pas passés devant la justice, qu'on les aurait, comment dirais-je, emprisonnés ou bien qu'on leur aurait mis le grappin dessus,
cette peur demeure. Ça veut dire qu'il y a une certaine impunité. Il y a aussi la force contre les opposants politiques. Il y a aussi, évidemment, l'ingérence du pouvoir dans le système judiciaire. Et ceci, c'est, comment dirais-je, ça a été exacerbé quand Maître Diogbounou est passé de maître et défenseur de talons au ministère de la Justice, où elle était le ministre de la Justice, et plus tard, il est devenu le président de l'Assemblée, de la Cour constitutionnelle. Ces éléments ont fait qu'il a créé pour le pouvoir et pour son maître, Patrice Talon, les conditions de répression du Bénin, dont la criette a été l'instrument. Donc, ça, c'est sur le plan démocratique. Qu'est-ce qui a sapé notre base démocratique? Maintenant, quand ils ont sapé la base démocratique, ils se sont attaqués à nos libertés. Et surtout parce que l'acte qui a créé la criette, c'est cette criette-là maintenant qu'ils ont instrumentalisée pour s'attaquer à nos libertés. Donc, on parle du harcèlement des journalistes. On a vu plusieurs journalistes. Même il y a eu une enquête de M. Awansé sur les tueries hors, comment dirais-je, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, mais qu'à cause de tout ça, on intimide ceux qui écrivent, ceux qui ont encore le courage de parler. Et qu'est-ce qu'on fait? On utilise la criette pour ça. On vous envoie la criette, soit on vous met en garde à vue, soit le seul fait de vous envoyer la criette, on vous amène à vous auto-censurer. Ça, c'est au niveau des journalistes et des opposants ou des activistes. Si on n'a pas réussi à le faire et on vous a mis en prison, donc on ne peut pas vous mettre en prison, on vous envoie en exil parce que vous parlez trop. Et je crois que beaucoup d'entre nous sont ici présents, sont dans cette catégorie. Et aussi, on a une répression des manifestations et des droits civiques. Et l'exemple de ce week-end où les syndicalistes ont voulu marcher et il y a eu des répressions. Donc ça, c'est les instruments qu'ils utilisent pour vraiment supprimer les libertés des Béninois. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est un système qui est basé sur au moins 3 éléments. Il y a la démocratie où on rentre dans le système électoral, on le sape. Maintenant, il y a les libertés qu'on sape. Mais au-delà de ça, ce qui fait avancer tout ça là, c'est les manipulations économiques et la corruption qui font que même de l'extérieur, les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe à l'intérieur parce qu'on nous montre des chiffres économiques qui sont basés sur le mensonge. Par exemple, moi, je dirais que le président Talon, quand vous faites une analyse de la manipulation économique, le président Talon est impliqué dans des manifestations financières et de la corruption avec des conflits d'intérêts manifestes dans la gestion des finances et des projets d'infrastructure. Au Bénin, plusieurs secteurs clés de l'économie sont fortement contrôlés par les entreprises liées au chef de l'État ou à son entourage. Et ça soulève des préoccupations en matière de corruption, de conflits d'intérêts et de népotisme, mais aussi de la malgouvernance. Par exemple, dans le secteur du tourisme, et ça, moi, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Banque mondiale qui le dit, et je reprends. Les entreprises proches du pouvoir bénéficient souvent de contrats pour le développement de sites touristiques, restreignant la compétitivité et la transparence et empêchant une croissance équitable du secteur. Donc, vous voyez, les gens vous parlent de route ou bien qu'on est en train de faire, comment dirais-je, la route des pêches, qu'on est en train de développer le tourisme. Mais tout ça là, ça profite au chef de l'État ou aux entreprises proches de lui. Dans le secteur agricole, toujours la Banque mondiale dit
des interventions gouvernementales ont favorisé des entités proches du président, notamment dans le secteur du coton. On se rappelle que une semaine après leur prise du pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? On a ouvert, d'abord on a payé toutes les dettes des sociétés du président de la République et on a ouvert des crédits. Et ce qui continue chaque année. Chaque fois quand on vous dit que on ouvre des crédits agricoles pour les cotonculteurs, c'est-à-dire qu'on met de l'argent dans la poche de M. Patrice Talon. C'est aussi simple que ça. Dans le secteur du transport, même chose. Quand on vous parle d'Atral, mais aussi au port, Benin Control. Même la gestion des ressources humaines, des fonctionnaires, je vous l'ai dit, elle est faite dans l'intérêt des entreprises qui sont proches ou des entreprises du chef de l'État. Donc, les gens nous parlent aussi des routes. On vous dira, à chaque fois, on vous répétera, bon, et pourtant, il fait des routes. Est-ce qu'on a eu l'occasion de l'opacité autour de ces appels d'offres, l'ensemble d'appels d'offres, il n'y a pas, et comment est-ce qu'on attribue ces marchés, ça rentre aussi dans cette notion de corruption à la tête de l'État, au plus haut sommet de l'État. Mais on n'en parle pas parce que, encore une fois, la criette est là pour intimider et restreindre les velléités de revendication. Bon, on connaît, comment dirais-je, Benin Control, on ne sait jamais tout ce qu'on prend que comment dirais-je, cette société lève comme taxes et tarifs à nos frontières, aux entrées et au port et à l'aéroport. Il n'y a jamais eu de transparence sur comment est-ce que ça retourne dans les caisses de l'État. Et tous les jours, on est en train de faire des emprunts obligataires. Bon. Il y a un certain point dont on ne parle pas beaucoup, mais que je vais essayer d'aborder ici. C'est le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Il est important qu'on en parle. Depuis 2016, Cotonou est marqué à l'international comme un point de transit majeur pour les drogues provenant d'Amérique du Sud avec des saisies records de cocaïne. Et on sait que des hauts fonctionnaires ont été impliqués dans la facilitation du trafic de drogue, exacerbant ainsi le problème de corruption à des niveaux élevés. Selon un rapport du New York Center for Foreign Policy Affairs, mentionné dans le cadre de l'acte Global Magnitsky, le président Patrice Talon est accusé, et je répète, accusé de diriger le gouvernement du Bénin comme une organisation criminelle. Les accusations portent sur des activités telles que des tentatives de meurtre, le blanchiment d'argent, les assassinats politiques, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains et d'autres activités illicites. Ces accusations peuvent avoir l'air d'être des affabulations ou bien même donner le haut du cœur à certaines personnes et à tous ceux qui m'entendent le dire. Et pourtant, c'est vérifié. Quand on parle par exemple, de trafic humain, ce n'est pas nécessairement dit qu'on arrête les gens, mais je vais vous donner un exemple. Il y a une affaire avec Soumanou Moudjaïdou, je crois qu'il est au Koweït, où il y a des gens qui ont été trafiqués, parce que c'est des termes techniques, et il faut qu'on les utilise, qui ont été trafiqués du Bénin pour le Koweït, avec l'implication de l'ambassadeur. Si vous avez suivi les activités pendant ce temps-là, il y a cet élément-là. Quand on parle, par exemple, de blanchiment d'argent, c'est clair, parce que si presque tous les 3 mois, on va sur le marché, et je vais même juste parler du marché de la sous-région des emprunts, pour prendre de l'argent, ça veut dire quoi? On émet des obligations. Ces obligations sont émises, donc ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des, comment dirais-je, des citoyens de cette zone
qui investissent. Donc, ils rachètent ces obligations-là. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 80% des obligations qui sont émises dans la sous-région sont rachetées par des Béninois ou bien des sociétés béninoises. Ça veut dire quoi? Que l'argent est dans le pays, on le sort, on le met sur le marché de la sous-région. Mais qui sont ceux qui rachètent ces obligations? C'est toujours ceux qui sont dans le pays là. Ça, c'est ce qu'on appelle blanchiment d'argent. Donc, je peux donner ces exemples-là pour montrer que quand je parle de blanchiment d'argent, de trafic, comment dirais-je, d'êtres humains, c'est des choses qui sont basées sur des faits réels au Bénin. En parlant de trafic de drogue, par exemple, la même enquête du New York Center a démontré que certains barons de drogue en Amérique du Sud ont des liens avec des sociétés du chef de l'État. Ça a été prouvé. Donc, il est important qu'on se dise que dans un pays où le premier des citoyens a de ses accointances, on perd une crédibilité. Donc, même sur le trafic de cocaïne, le Bénin est devenu, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qui le dit. Le Bénin est devenu un point de transit important pour le trafic de cocaïne en provenance de l'Amérique du Sud. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a signalé une augmentation des activités de trafic de drogue dans la région, soulignant le rôle du Bénin dans ces réseaux-là. On a saisi des quantités importantes de drogue au Bénin. Et encore, ce rapport dit qu'il y a des implications de hauts fonctionnaires. Il existe des allégations et des préoccupations concernant l'implication de hauts fonctionnaires dans la facilitation du trafic de drogue, ce qui aggrave les défis de corruption au sein du pays, bien que les noms spécifiques et les détails restent souvent confidentiels. Arrestation pour blanchiment d'argent. Les autorités européennes ont mené des opérations aboutissant à l'arrestation d'individus impliqués dans le blanchiment d'argent lié au réseau de trafic de drogue opérant via le Bénin. Donc, il faut que ça, c'est l'état actuel de notre pays. Maintenant, quand vous critiquez, d'abord, il y a beaucoup d'organismes internationaux qui ont critiqué, qui ont levé la voix, mais ça n'a pas fait changer la direction que ceux qui nous dirigent prennent. Mais écoutez tout ça et passons à autre chose. S'il te plaît, regardez. Donc, ce que je voulais dire par là, malgré tout cela, il y a un certain, comment dirais-je, une certaine résistance qui se fait dans le pays, mais qui est aussi réprimée assez souvent. Donc, c'est là où on arrive et pour finir, parce que je sens que les gens s'impatientent, mais je voulais mettre ça, pour finir, on a cette nouvelle loi électorale contestée. Monsieur Dossou, je vais m'en arrêter là pour le moment pour permettre aux autres de continuer. Mais voilà de mon point de vue et en fonction des recherches et de la situation politique de notre pays. Merci. Merci beaucoup, ambassadeur Omar Harouna. Donc, on va revenir vraiment maintenant au cœur du code électoral avec monsieur Landry Adelakun qui va nous dire les grands changements qui sont contenus dans le nouveau code électoral. Monsieur Adelakun, activez votre micro et puis vous pouvez prendre la parole. Alors, bonjour tout le monde, j'espère qu'on me reçoit très bien. Oui, ça va, oui, merci. Oui. Super. Alors, je tiens déjà à vous remercier une fois encore pour, je dirais, la sollicitude à l'égard de ma modeste personne, cette occasion si précieuse pour vous d'abord et pour nous autres également et pour l'ensemble du pays. Alors,
présenter une communication à pareille occasion et pour les gens de la diaspora et aussi étant au milieu de deux sonorités, je pense qu'il est important pour moi de saluer d'abord l'intervention de mon aîné, l'ambassadeur Omar Aouna, et aussi de profiter pour saluer l'intervention de Monsieur le ministre qui va certainement clôturer ce que nous allons faire. Je tiens déjà à préciser que la position à laquelle vous m'avez mise pour ma communication m'agrée très bien, en ce sens que, après l'étude des différents thèmes, je comprends que l'intervention de Monsieur le ministre est comme une partie de ma présentation, mais une partie approfondie qui va nous permettre un peu d'apprécier ce qu'il faut retenir des inquiétudes que nous avons par rapport à ces changements-là qui quand même ont eu lieu. Alors, nous connaissons déjà le contexte de l'adoption ou de la modification du code électoral, le contexte également de sa promulgation. Je pense que on pourrait y revenir dans les échanges, hein, parce que peut ne pas y aller à ce niveau-là. Et dit que lorsque les acteurs politiques ont décidé d'aller modifier un texte qu'eux-mêmes ils ont adopté il y a quelques années, notamment en 2019, nous étions là. Et lorsqu'il a plu également à la haute juridiction de faire le contrôle de fonctionnalité, nous en étions également là. Et lorsqu'il a fait de valider également, nous en étions là. Je voudrais préciser que déjà avec la modification de notre loi fondamentale intervenue en novembre 2019, le contrôle de fonctionnalité des lois ordinaires n'est plus obligatoire. Et donc, le chef de l'État, le président de la République, n'a plus l'obligation de soumettre au contrôle du juge constitutionnel les lois ordinaires. Il va le faire juste pour les lois organiques. Contrairement à ce qui se faisait, qui était dans la Constitution. Et donc, dès la modification, cet aspect des choses a été levé. Pour quelles raisons, je ne saurais le dire à cette occasion-ci, mais voilà un peu. C'est pour dire que le contrôle de constitutionnalité du code électoral modifié, en réalité, n'aurait pas lieu si entre-temps, les citoyens et les parlementaires n'ont pas essayé de jouer leur rôle convenablement. Même si, à l'arrivée, nous avons pu constater que tout a été déclaré conforme à la Constitution. Ce n'est pas grave. Alors, lorsque l'on fait la lecture de ce code amendé ou de ce code modifié, nous allons nous rendre compte qu'il y a quand même quelques éléments qui nous tapent hein, sur les yeux. Et les autres modifications qui vont susciter des inquiétudes seront abordées certainement par le ministre, comme je l'ai dit, mais je voudrais apprécier juste sur quelques éléments. Et pour moi, lorsque j'observe bien, je vois des éléments de changement qui ont trait d'abord au durcissement des conditions de participation aux élections. Et donc, conditions de participation aux élections présidentielles, conditions de participation aux élections législatives notamment. Donc, j'ai préféré m'attarder sur ces deux élections majeures pour ne pas dire que les élections comme là ne sont pas des élections majeures, mais je préfère un peu circonscrire mon intervention dans ce champ-là. Et après ces conditions de participation, nous allons voir également les conditions pour, je dirais, lever des sièges, donc les conditions d'éligibilité et autres. Donc, pour lever des sièges, quand on parle des élections législatives, surtout. Et aussi, nous allons essayer de voir en termes de changement. Là, je suis en train de voir les changements. En termes de changement, nous allons voir qu'il y a aussi une variation, il y a une évolution au niveau du cautionnement. Cautionnement pour les élections également. Donc, à ce niveau-là, il y a eu une sorte d'évolution que nous allons essayer de mentionner. Et par ailleurs, nous allons voir aussi que quand on parle des délais, les délais de dépôt de candidature également ont subi de modifications. Les délais ont été revus, ce qui fait que désormais, nous avons d'autres délais qui certainement pourraient générer des implications. Et aussi, il y a que nous allons essayer je dirais, d'extrapoler les changements qu'il y a eu au niveau des postes de vote, parce qu'il y en a assez, et qui également sont des changements très importants sur lesquels il faut être un peu éveillé. Ça, je vais encore le dire, je sais que le ministre va le faire, même si je ne connais pas sa présentation, donc je ne vais pas trop durer sur ce point-là également. Mais enfin, nous allons essayer de voir aussi des changements qui portent sur, par exemple, le caractère renouvelable ou non. Bon, je dirais oui, renouvelable, du mandat du directeur des élections et aussi le fait que, voilà, leur responsabilité peut être engagée, que ce soit lui aussi directeur technique. Donc, voilà un peu, en gros, les éléments que je tenais à aborder avec vous ce soir. Alors, je reviens sur mon premier élément de changement qui est un constat que je fais. C'est au niveau
durcissement des conditions de participation aux élections. On a cru dire que pour maintenir le système partisan en forme et vivant, et donc pour renforcer les réformes qui sont en train d'être opérées depuis quelques années, je dirais le législateur béninois a été obligé quand même de revoir un peu les dispositions, notamment quand on parle des élections présidentielles, les conditions qui sont à ce niveau-là d'abord, c'est que d'abord nous avons essayé, quand je dis nous, je parle du pays parce que je ne suis pas à l'Assemblée nationale ni au gouvernement, donc nous avons essayé de revoir un peu le parrainage comme ça se faisait. Et donc, dès lors que le parrainage a été consacré par la loi fondamentale, donc avec la modification de 2019, on est revenu au niveau de la loi pour prévoir un temps avec la loi de 2019, même modifiée par la loi interprétative et dite complétive également, on est resté à 10%. 10% des élus, donc maires et députés, mais cette fois-ci, on est allé à 15%. Nous sommes allés à 15% cette fois-ci pour dire que nous avons besoin de 15% des élus, c'est-à-dire des maires et des députés. Et on ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. On est allé pour dire que les 15% dont nous avons besoin doivent répondre à une obligation, à une nécessité de couverture géographique. C'est-à-dire quoi? Les 15%, on doit pouvoir les obtenir dans au moins 3/5 des circonscriptions électorales. Et donc, nous voyons donc qu'il y a, je dirais, une sorte de double verrou ou encore de double tamis à ce niveau. Donc, 15% au lieu de 10%, mais on a encore ajouté un autre critère. On a parlé de la représentativité qu'on aurait souhaité que le candidat à l'élection présidentielle qui est choisi ou désigné puisse avoir un caractère ou un manteau un peu plus représentatif. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est dit. Je pense que tout est discutable par ailleurs. Et après, nous savons qu'il y a aussi une autre condition, c'est le fait que le parrainage désormais n'est plus laissé au libre arbitre des élus comme c'était fait avant. Donc, avant, c'était les maires ou les députés qui pouvaient désigner leur parrainage. Nous avons vu pendant les élections passées, notamment les élections de 2021, que les modalités d'application de ce parrainage-là, ou de mise en œuvre de ce parrainage-là, ont créé un peu de cafouillage. Et donc, l'acteur politique a certainement tiré le son de quelques pièges ou de quelques réalités et a dû davantage forcer les choses en disant tout simplement que désormais, le parrain ne peut délivrer son parrainage qu'à celui-là qui a été désigné par son parti politique. Donc, un membre de son parti politique ou celui-là qui, quand même, reçoit l'ensemble de son parti politique, même si l'intéressé n'est pas membre du dit parti. Donc, voilà un peu les conditions pour pouvoir délivrer le parrainage. Donc, vous voyez donc que avec la modification qui est intervenue, nous avons durci les conditions. Nous avons essayé de durcir un peu tout ce qui tourne autour du parrainage parce que c'est tellement insatisfait de comment est-ce que le parrainage avait été pensé avant. Mais au même moment, il s'est posé une préoccupation. On s'est demandé alors, que va-t-il se passer? Parce que après, il peut arriver que, au cas où un parti politique désignerait un autre potentiel candidat aux élections présidentielles qui ne serait pas membre de son parti politique, et le législateur dit tout simplement qu'on peut avoir même des possibilités d'accord de gouvernance. Qu'en cas d'accord de gouvernance, les partis peuvent se mettre ensemble et proposer, donc, et parrainer le même candidat. Et ici, la précision est faite sur le fait que, à l'occasion du dépôt des candidatures, tant du vice-président ou du président du vice-président, il est fait obligation aux potentiels candidats de fournir la preuve de leur appartenance au parti politique. Donc, les parrains, excusez la tautologie, dont les parrains le parrainent, et ou encore de déposer les preuves de ce qu'il a été désigné par le ou les partis politiques dont les parrains et le parrain également. Autrement dit, lorsque l'on a été désigné par un parti politique, il faut nécessairement montrer peut-être notre carte d'adhésion, notre carte de membre, voilà, à ce dit parti-là, ou tout au plus montrer la preuve de ce que effectivement ce parti-là a accepté quand même de par ses élus nous parrainer. Donc, voilà un peu les conditions clés quand on parle aujourd'hui de la participation aux élections présidentielles dans notre pays. Et donc, vous allez constater avec moi que la participation à l'élection présidentielle, qui était une question de candidature indépendante d'une façon ou d'une autre, est en train de subir assez de tamis qui fait que l'on peut dire que de façon indirecte, désormais, les candidats sont portés par les partis politiques. Et aussi, nous allons constater qu'au niveau du parrainage, nous avons créé un filtre qui est en train de nous faire plonger dans ce que nous avons considéré comme un mandat impératif. Parce que, en mettant à la charge de l'élu, notamment les députés, par exemple, de ne pouvoir
et recommander ou parrainer que les candidats choisis par leur parti politique ou faisant partie de leur parti politique. L'on est en train de les circonscrire, donc nous sommes en train de passer d'une liberté totale qui a été consacrée par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle elle-même il y a encore juste quelques petites années, à une liberté totalement encadrée dans la délivrance, bien sûr, du parrainage. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de constater. Or, la loi fondamentale nous dit que le mandat impératif est nul. Donc le député, en réalité, n'est pas redevable au parti politique en tant que tel quand il s'agit des questions de gouvernance, de gestion de la cité et tout. Mais malheureusement, je pense que le constat qui est fait aujourd'hui, c'est le choix que nous sommes en train de faire, en tout cas pour le moment. Malheureusement, c'est un peu cela. Et l'autre chose également, c'est que je voudrais rapidement descendre, en espérant d'être dans le temps, descendre vers les élections législatives pour constater qu'à ce niveau également, il y a eu un durcissement des conditions d'éligibilité, les conditions pour lever les sièges. Et à ce niveau, on a dit que désormais, pour lever les sièges en République du Bénin, quand vous participez aux élections législatives, il faut d'abord pouvoir quand même avoir 20%. 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Il faut dire que c'est une nouveauté. C'est une nouveauté qui attire davantage notre attention. 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Pour le moment, nous en avons 24. Cela voudrait dire qu'il faut avoir 20% dans 1, 2, 3 jusqu'à 24. Dès lors que vous avez, par exemple, 20% dans 23 et que dans une seule circonscription électorale, vous n'avez pas 20%, il va se poser un autre problème que la loi essaie encore de régler. Mais d'abord, la loi va dire tout simplement que dès lors que vous voulez lever les sièges, d'abord, il y a les critères de représentativité. Donc, dès lors que vous avez 20% dans toutes les circonscriptions électorales, il n'y a pas de souci. Mais la loi va dire que dès lors que vous n'avez pas ces 20% dans toutes les circonscriptions, si c'est dans 2, 3, 4, 5 ou 10 que vous n'en avez pas, on va parler de cette fois-ci de ce que le législateur lui-même a appelé d'accord parlementaire. Donc, il y aura un accord de gouvernance parlementaire, donc qui va permettre cette fois-ci aux partis qui sont dans le besoin de pouvoir recourir, je dirais, à la force ou au pouvoir d'un autre parti politique qui, lui aussi, cette fois-ci, doit pouvoir recueillir au moins 10% sur la scène nationale. Et donc, avant que l'on ne puisse signer au niveau des circonscriptions électorales, donc, et pouvoir lever les sièges, il faudrait d'abord qu'au niveau national, ce parti-là qui vient s'associer à un autre parti pour faire ce que l'on a appelé, je pense bien, ils ont parlé de la coalition parlementaire, donc de l'accord de gouvernance parlementaire, il faudrait qu'à ce niveau-là, l'on puisse dire que le parti également a 10%. Donc, voilà également d'où filtre qu'on met à ce niveau, deux filtres. Un premier filtre, 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Et après, on dit que dès lors que cela n'est pas rempli, on peut bien sûr aller à un accord de gouvernance parlementaire, à une coalition. Et donc, il faudra alors que le parti aussi qui vient donc puisse avoir 10%. Donc, tous les partis doivent pouvoir avoir 10% sur la scène nationale avant de pouvoir se mettre ensemble. Et la remarque que nous allons faire à ce niveau, c'est que quand on prend les statistiques dans notre pays, depuis que nous organisons les élections, il serait difficile aujourd'hui de dire que dans l'histoire politique du Bénin, il est arrivé qu'un parti ait pu obtenir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. C'est pas possible. Même au temps fort, des grands partis que nous avons connus, des grandes alliances également, et ce n'était pas réel, ce n'était pas la réalité. Donc, il est difficile de pouvoir obtenir les 20%. L'autre chose, on a parlé de 10%. C'est également une préoccupation. Et nous avons vu les dernières élections, et même s'il s'agit des élections controversées et contestées parce que c'est tellement contestable, nous avons vu des difficultés quant au taux que chaque parti a pu quand même obtenir. Donc, cela nous montre à suffisance qu'on aura des difficultés. Et là également, le législateur semble avoir perdu de vue un élément très important. C'est que dès lors que nous allons nous retrouver dans un schéma où aucun parti n'a les 20%, et aucun parti n'arrive à faire ce qu'ils ont appelé accord de gouvernance parlementaire, c'est-à-dire aucun parti n'a également les 10%, ou encore peut-être que les partis ont pu avoir 10% au moins, mais voilà, leur idéologie ne colle pas ou bien il n'y a pas d'entente. Donc, on n'arrive pas... Il vous reste 2 minutes. Hein. Il vous reste 2 minutes. D'accord, on se retrouve dans une situation où on ne peut pas lever le siège. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, le législateur n'a pas réglé la question. Or, il faut régler la question. Il ne faut pas attendre qu'on se retrouve dans un vide avant de dire maintenant voilà la solution. Donc voilà un élément très important à ce niveau-là. Et je voudrais également, avant de finir, aborder un élément très important. C'est par rapport au délai. Il y a une sorte d'allongement des délais de dépôt de candidature. 180 jours pour les élections présidentielles.
115 jours pour les élections communales et 60 jours pour les élections législatives. Et nous allons voir que cela aussi a des implications techniques, juridiques et politiques sur tout ce qui va se passer après. Nous aurons le temps d'en débattre dans les discussions. Et après, j'ai fait un constat qui est également un constat très simple, et là, ce sera certainement mon avant-dernier mot de conclusion. Et c'est que nous avons remarqué que au niveau du dépôt du rapport d'activité de la Sénat, le délai également a été allongé. Nous sommes passés de 60 jours dans le code de 2019 à aujourd'hui un délai de 115 jours. Il faut rappeler que la Sénat n'a pas pu respecter le délai de 60 jours pour les élections passées. Et d'ailleurs, la Cour constitutionnelle avait été saisie sur cette question-là. Et enfin, je voudrais faire remarquer aussi qu'il y a eu quand même une disposition qui a semblé m'étonner. Je n'ai pas eu le temps de bien fouiller. C'est l'article 13 de nouveau de la loi modifiée qui saute 2 alinéas. Il s'agit d'abord de l'alinéa qui porte sur tout ce qui a trait à l'élaboration du budget et tout dans le budget de la Sénat. Et il s'agit également du dernier alinéa qui porte sur le fait que la Sénat pouvait recevoir des legs et des dons. Donc cela a été sauté. Je ne sais pas si ça a été renvoyé à un autre niveau. Et pour finir cette fois-ci, je sais qu'il me reste 30 secondes. Pour finir cette fois-ci, il y a un ajout par rapport à la limite. On a dit que là aussi, c'est un grand changement, il faut le noter. En même temps, on disait tout simplement que oui, on peut convoyer les informations et donc on peut convoyer la liste électorale informatisée à la Sénat. Donc l'ANIC le fait à la Sénat, mais dans un délai de 60 jours avant le scrutin. Mais cette fois-ci, il y a eu une modification de cette disposition-là. Pour désormais, on dit, ben écoutez, que désormais, il y a des statistiques qui sont relatives à la liste électorale informatisée qui doivent être convoyées à la Sénat 180 jours avant la date du scrutin. Et cette fois-ci, on a maintenu les 7 jours également en ce qui concerne maintenant la mise à disposition de la liste électorale informatisée. Donc, vous allez voir qu'à ce niveau-là, il y a 2 nuances. Et enfin, nous allons constater que pour le dépôt des candidatures également, cette fois-ci, de président et de vice-président de la République, on dit que la Sénat met à la disposition des partis politiques des logiciels qui vont leur permettre un peu de faire ce que nous avons considéré comme la présentation des candidatures. Alors, si je devais conclure, je dirais tout simplement que dans les interventions, j'aurai le temps de répondre à certaines préoccupations. J'ai essayé de mentionner les grands changements sans réellement faire une grande analyse des grands changements. Mais je pense que chacun de nous est en train de voir que par ailleurs, par endroit, nous avons des difficultés d'abord quant au délai, quant au durcissement des conditions de participation et des conditions pour lever les sièges. Nous avons des difficultés quant à la suppression de certains alinéas en ce qui concerne l'élaboration du budget, en ce qui concerne également les dons et legs. Nous avons des difficultés également quant aux modifications qui sont intervenues au niveau des postes de vote, qui sont des modifications très importantes sur lesquelles il faudra y revenir. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de façon globale cette fois-ci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Landry Angelo Adelakun, pour ce regard de technicien sur le nouveau code électoral. Donc, nous allons donner la parole maintenant au ministre Valentin Djanotin Agosso pour porter peut-être un regard beaucoup plus politique sur ces les changements qu'on a eus, dont M. Adelakun vient de parler. Donc, M. Djanotin, vous avez la parole. Merci, M. Diossou. Pourquoi tu voudrais que ce soit un regard politique que je porte? Non, je vais porter un regard non seulement politique et juridique, mais également très objectif. D'entrée de jeu, je remercie tous qui ont permis cette séance. Et je remercie également tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct. Je remercie mes frères, l'ambassadeur Aruna et maître Adelakun. Et comme il a dit, je crois que ma présentation va faire pratiquement, ça va être une continuité ou un complément de ce qu'il a souligné tout à l'heure. En raison du temps très court, parce qu'il a tellement dit sur ce code-là. Et je voudrais bien paraphraser l'ambassadeur pour dire, parler simplement du problème de code. Aujourd'hui au Bénin, c'est sous-estimé la profondeur et la gravité de la plaie. C'est-à-dire c'est une plaie complètement gangrénée et je crois qu'il faut carrément une amputation ou carrément une reconstitution des tissus. Cela étant dit, le code, c'est un code totalement un code d'exclusion. C'est-à-dire il n'a rien à dire, il n'a rien à faire. De tout point de vue, c'est un code d'exclusion. Je vais commencer par les instances, la question de dépendance et de l'impartialité des structures chargées de l'organisation des élections au Bénin. D'abord, nous avons l'ANIF.
l'ANIP qui gère la liste électorale. Qui est-ce qui peut certifier de la qualité de la liste dont nous disposons aujourd'hui au Bénin? L'ANIP, vous savez, depuis 2017, je le disais, mais personne n'aime m'écouter. En 2017, on a délivré 2 500 000 actes de naissance à des personnes inconnues de tout le monde. C'est un vivier de fraude indescriptible. Indépendamment de ça, tel que l'année fonctionne aujourd'hui, et à la veille des élections passées, même ceux qui sont de la mouvance ont commencé par crier par rapport aux questions de la liste. Donc l'année, c'est une structure qui ne fait pas confiance, ce n'est pas une structure fiable. Ensuite, il y a la Commission électorale nationale autonome, la Sénat. La Sénat qui est dirigée non seulement par un ancien ministre de l'Intérieur, mais qui a fait ses preuves lors de toutes les élections que nous avons connues, que ce soit les élections de 2020, 2021, 2023, on a vu comment les choses sont passées, comment subitement les feuilles de dépouillement sont devenues caduques, alors que la Cour constitutionnelle continuait encore à régler les problèmes de recours. Ce n'est pas des gens fiables. La Cour constitutionnelle, on pensait qu'avec l'arrivée du professeur Dorothée Sosa, tout ce que nous avions vécu sous, comment il s'appelle, Joseph Jobouénou, on n'allait pas revivre, mais pour avoir dit que le code là, le code dont nous parlons aujourd'hui là, que c'est conforme à la Constitution, dans toutes ces dispositions, il n'y a rien à espérer de cette Cour. Ça, je vous dis la vérité. Nous ne faisons pas d'illusions. Il n'y a rien à espérer de cette Cour-là. Toutes les institutions de la République au Bénin sont vassalisées. En ce qui concerne les élections communales et autres, ça, c'est la Cour suprême. Mais la Cour suprême, depuis que j'observe un peu ce qui se passe également de ce côté, je vous dis, il n'y a rien à espérer. Ceux qui sont également impliqués, bon, si je dis, vous allez vous dire, ah non, mais ils ne sont pas tellement impliqués, tout ça, c'est la HAC, la police et l'armée. Nous avons vu comment, depuis un moment, depuis 2018, c'est-à-dire un peu à la veille des élections de 2019, en 2019, en 2021, en 2023, comment on a versé le sang humain, et ce sont nos policiers et nos militaires qui ont tiré à balles réelles sur les citoyens. Donc, ils n'ont plus, ils sont devenus des milices. Lorsque j'aurai fini avec ces structures, je vais revenir encore sur la question de la liste électorale. Et tout à l'heure, M. Adela l'a dit rapidement, l'ANIP transmet à la Sénat, et plus précisément au Conseil électoral, la liste électorale informatisée 60 jours avant le premier tour du scrutin. Faites pourquoi suivez bien mon raisonnement. C'est-à-dire c'est une calamité. Dans le même temps, dans le même code, on dit vous ne pouvez pas être éligible si vous n'êtes pas électeur. Suivez bien mon raisonnement. Je peux même dire faites deux sujets et laissez le reste. Il y a tellement de points. Mais je préfère que les gens comprennent vraiment la profondeur de ce que je suis en train d'expliquer. L'ANIP transmet la liste électorale informatisée 60 jours avant le premier tour du scrutin. Mais pour que je sois éligible, il aurait fallu que je sois électeur. Pour le président de la République, on lui demande de déposer son dossier 180 jours avant le premier tour. 6 mois. Donc, je dépose mon dossier alors que je ne sais même pas si je suis électeur. Je ne sais pas si je comprends. Parce que la liste n'est transmise que 60 jours avant. Et 15 jours avant, la transmission, c'est affiché. Donc, même si je prends même les 75 jours, les 60 plus les 15, les 75 jours, je ne sais même pas si je suis sur la liste. Je vais déposer mon dossier 6 mois avant. Et après, ils vont biffer mon nom pour dire que je suis plus sur la liste. Ça, on va me dire, bon, c'est le président de la République. Pourquoi j'ai choisi cet exemple? Je choisis les gens même des députés. La loi dit, les députés vont déposer leur dossier 60 jours avant. Mais ici également, on dit que c'est 60 jours, c'est dans les 60 jours là qu'on doit transmettre la liste à la Sénat. Autrement dit encore, on peut enlever encore les noms des gens. Les gens vont déposer leur dossier pour être députés. Ils vont encore enlever leur nom. Donc, les questions de la liste électorale, ces questions ne sont pas réglées. Je reviens maintenant sur la question du délai de dépôt des dossiers.
comme le temps n'est pas beaucoup de temps, donc je vais évoquer cette suite. 180 jours avant le scrutin, le président de la République dépose son dossier. C'est pour la première fois, on n'a jamais entendu ça. Mais vous allez vous demander, mais pourquoi autant de temps? Pourquoi demander au président de déposer son dossier 6 mois avant? L'élection du président a lieu après l'élection des maires et des députés. Les maires et les députés, leur élection, c'est en janvier. Mais ceux dont les élections auront lieu en janvier, on demande aux députés de déposer 60 jours avant. On demande aux conseillers de déposer 75 jours avant. Mais en ce qui concerne le président de la République, lui doit déposer 180 jours. Là également, c'est pour avoir tous ceux qui vont parrainer sans avoir l'assentiment, ceux qui vont chercher à parrainer les gens n'ont voulu pas talent. Bon, ça a été un peu réglé parce que là maintenant on dit pour parrainer, il faudrait que vous parrainez quelqu'un de votre parti. Quelqu'un qui est dans votre parti, ou bien quelqu'un que votre parti a demandé. Est-ce que vous êtes sûr vraiment que les gens vont rester tranquilles jusqu'en 2026 là et obéir parfaitement à talent? Mais tous ceux qui vont tenter, il va les nettoyer des listes. Vous allez me dire, oui, bon, il peut le faire pour les gens de UPBR, mais que pour les gens de l'opposition, il ne peut pas le faire. Pour les gens de l'opposition, il y a toujours les questions, les blocages administratifs et fiscaux. Je vais évoquer quelques-uns seulement. Je prends le quitus fiscal. Oui, j'entends des choses, ça m'énerve et vous ne pouvez pas comprendre. Quand pour la personne de quitus, j'ai entendu j'ai entendu plein de gens qui disent, oui, c'est parce que les gens de l'opposition ne veulent pas être exemplaires, ils ne veulent pas payer leurs impôts. On a déjà vécu ça plusieurs fois. Moi qui vous parle là, en 2019, il y avait moi, il y avait Bako, il y avait Komi, nous étions un certain nombre. Nous avions, moi je n'ai jamais, contrairement à ce que les gens font au Bénin, quand on est à des postes de responsabilité, on ne paye pas, moi j'ai toujours payé mes impôts. J'ai eu mes quitus. D'abord, quand j'ai demandé même, ils sont allés même me faire des résidus de paiement sur près de 15 ans. Ils ont trouvé des petits trucs de nombre de milliers de ci, par-ci, par-là, 15 ans, mais 20 ans même derrière. Malgré ça, j'ai tout payé. J'ai eu les quitus au niveau des inspections départementales. J'envoie, parce qu'on dit que c'est le directeur général qui doit signer. J'ai envoyé, ils n'ont pas fait. En son temps, il y avait FONAC, nous avions qui a dit non, mais vous criez, mais on n'a pas les preuves. J'ai envoyé, Komi a envoyé, Bako a envoyé. On a appelé le DG qui est là, qui est toujours là. Il a mis son nom, prénom, on lui pose des questions. Il est parti. Depuis quoi? Depuis 2019. On est en 2024. Hein. Jusqu'à ce jour, la fiche là n'est pas encore remplie. En 2023, les dernières élections législatives, là, les gens ont dormi aux impôts. Ils n'ont pas eu leur quitus. Mais dans le même temps, moi, je connais des gens qui doivent des millions, pour ne pas dire des milliards d'impôts bénéfiques qui n'ont pas payé. Et ceux-là, ils ont toujours eu leur quitus. Ceux qui vont me dire, oui, Jonathan, oui, là, il est toujours dans des intoxications, là. Je demande que l'on procède à un audit indépendant des dossiers de candidature de 2019, 2021, même talent, même là. Est-ce qu'il paie même vraiment même les cautions dont on parle là? Lui, là, il a des choses, il paie d'impôts au Bénin. Quand il arrive à avoir le petit, lui, talent même là. Donc, qu'on fasse un audit indépendant des dossiers déposés pour savoir vraiment qui sont ceux qui sont les débiteurs d'impôts et ceux qui ne le sont pas. Donc, cette affaire, ça n'ira pas. Je viens sur la question de parrainage. Il vous reste 5 minutes. Merci beaucoup. La question de parrainage et les 15% d'élus dont on parle, si vous additionnez, nous avons 109 députés, nous avons 77 maires. Vous calculez, ça vous donne 28. La loi dispose pour l'avenir. La loi est de portée générale et impersonnelle. On ne peut pas faire une loi en tenant compte des députés, des partis politiques qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Encore que les partis ont vocation à animer la vie politique, non seulement animer la vie politique, mais également à conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, officiellement, le Bénin compte 15 partis politiques, sans compter d'autres partis. Et ça, c'est le gouvernement qui a refusé de leur donner leur papier, tel que le Parti communiste du Bénin, tel que le parti USL.
ces partis, on a refusé. Ils remplissent les conditions, on a refusé. Même si je considère ceux qui ont eu les députés, ils sont 15. Mais comment on peut dire, parce qu'aujourd'hui, les députés qui sont à l'Assemblée, LD à 28, et BR à 28, et UP à 53, donc ils remplissent les conditions, par conséquent, c'est suffisant. C'est une exclusion totale sur lesquels les 12 partis qui restent. Ça veut dire que donc, les autres, ils n'ont pas droit à quoi que ce soit. Mais quand on parle d'élection dans un pays, l'animation, il n'y a pas que les postes de président de la République ou de député demain. Il y a des partis qui peuvent décider même de dire nous voulons seulement rester au niveau local. Alors, donc, cette question, les 3/5 de circonscription électorale dont on parle, ça fait 15. Quand vous faites le calcul, ça fait 15. Vous voyez un peu? Et si nous regardons les élections antérieures, je prends ceux qui sont à l'Assemblée, c'est UP et BR qui sont dans près de 90% de circonscription. Donc, tout est taillé sur mesure. Maintenant, aujourd'hui, même si je supposais que les trois partis suffisaient, étant donné que LD n'a que 28 députés, il suffit qu'un seul député refuse de parrainer celui qui a été désigné par son parti politique, ils n'auront même pas de candidat. Alors, comme je n'ai plus beaucoup de temps, il y a la question des conseils, les chefs villages, les chefs quartiers. Dans le dernier cône, on dit on va se baser, voilà encore des aberrations, quoi. On va se baser sur les élections communales de 2020. C'est le passé, hein? Alors que en 2020, bien sûr, oui. Tu es en train de faire quoi là? Mais je parle du code. Non, ça ne s'adresse pas à vous. Mais attends, c'est le truc que tu es en train de tourner. Okay. Qui est le gardien des micros là? Il faut qu'il surveille les micros. Monsieur le ministre, vous pouvez réactiver votre micro, oui. Ah, d'accord. Donc, je dis pour les chefs villages, les chefs quartiers, on va se baser sur les élections de 2020. Alors que pour les élections de 2020, vous vous rappelez tous qu'on a empêché l'opposition d'aller aux élections communales. Donc, il n'y a que 3 partis qui avaient participé. Il y avait FCBE, il y avait UP, il y avait BR. Et vous vous rappelez qu'en ce moment également, à cause de cette histoire de 10%, un parti comme PRD, qui a fait ravage dans Wémé, Plateau, ces conseillers n'ont pas été installés. C'est les partis qui n'ont pas été désignés, ou bien les candidats des partis qui n'ont pas été désignés par les électeurs, c'est eux qui sont maires, qui sont CA. Maintenant, c'est parmi ceux-là maintenant qu'on va choisir nous. Parce qu'on sait que pour réussir une élection, ça, c'est à la base. Donc, tout ça aussi, c'est pour pouvoir préparer le vol des élections à venir. Bref, je ne veux pas abuser du temps, donc je préfère m'en arrêter là. Donc, s'il y a des questions, je vais mieux approfondir. Il y a plein d'autres sujets, mais bon, je m'en arrête là. Merci beaucoup, M. Dianotin. C'est sûr que après le premier tour de table, s'il y a des questions, vous pouvez repréciser certains points ou bien profiter aussi pour aborder des aspects que vous n'avez pas pu aborder maintenant. Donc, je vais juste rappeler, commencer par